Mais pas avant d'avoir reçu Nicolas Hulot, l'envoyé spécial de François Hollande pour la protection de la planète à la COP21, et Hindou Marou Ibrahim, qui est éleveuse de vaches au Tchad et activiste écologique et qui voit au quotidien les conséquences du réchauffement climatique. Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Guillaume Roquette. Bonsoir Nicolas Hulot. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints ce soir. Et bonsoir Hindou Marou Ibrahim. Bonsoir. Vous êtes éleveuse, effectivement, Peul, au Tchad. On va démarrer quand même, avant le portrait que vous a consacré Marc-Antoine de Porrette, par une question à Nicolas Hulot, technique. Est-ce qu'il aurait fallu reporter, non pas annuler, mais reporter la COP21 pour des raisons de sécurité? C'est pas moi qui peux y répondre, je pense que le gouvernement... Mais votre sentiment? Non, moi je ne souhaitais pas qu'on le reporte parce que ça voudrait dire qu'on nous détourne aussi de cette attention-là qui est importante, qui d'ailleurs peut ajouter l'instabilité à l'instabilité. À partir du moment où les ministères qui ont la compétence nous disent qu'en réduisant un certain nombre d'événements et notamment en n'exposant pas dans des lieux ouverts et en n'autorisant pas un certain nombre de manifestations, je pense que la COP peut être assurée avec sécurité. En tout cas, c'est ce que nous en disent les responsables de la sécurité. Mais j'entends bien que c'est compliqué, mais la reporter l'était tout autant. On retrouve Nicolas Hulot et notre invité, Hindou Marou Ibrahim, après votre portrait consacré donc à vos activités d'éleveuse et d'écologiste réalisé par Marc-Antoine de Porrette. Regardez. En tapant Hindou Marou Ibrahim sur internet, on découvre que vous êtes né à N'Djamena au Tchad il y a 31 ans. Vous appartenez à la communauté Peul Bororo, du nom de ces vaches rouges avec des grosses cornes. Une vie d'éleveur nomade à la recherche de pâturage et durant laquelle les filles se marient à l'âge de 12 ans pour se consacrer ensuite aux enfants, au bétail et à la survie de la famille. Mais votre mère, seule contre tous, décide que ses 5 enfants iront à l'école, quitte à vendre tout le cheptel de vaches. La solidarité entre femmes devient votre leitmotiv, et voilà comment à seulement 15 ans vous créez l'AFPAT, l'association des femmes Peul autochtones du Tchad. À sa tête, vous représentez les communautés nomades dans les grandes négociations internationales comme la COP21, qui débutera dans moins de 2 semaines. Votre constat est sans appel, pour vous les peuples sahéliens sont déjà dans le couloir de la mort à cause du réchauffement climatique. Les variations migratoires des oiseaux ont par exemple un impact direct sur les nomades qui suivent ces trajectoires pour se déplacer. La combinaison inondation-vague de chaleur impacte aussi la flore. On voit tout de suite la différence qu'il y avait des herbes qui existaient, maintenant qui n'existent plus, mais il y a des nouvelles herbes qu'on appelle juste des mauvaises herbes qu'on ne connaît pas. Plus dramatique encore, le lac de Tchad. Cette réserve d'eau pour 4 pays a diminué de 90% en 50 ans. Un drame pour 30 millions de personnes. Le réchauffement climatique catalyse les conflits et fait le lit de groupes terroristes comme Boko Haram. Un constat alarmant sur lequel vous vous retrouvez avec votre ami Nicolas Hulot. Vous pensez tous les deux que le Nord possède une dette écologique envers le Sud, mais comme son nom l'indique, la COP21 est la 21e conférence du genre. Croyez-vous, Hindou Marou Ibrahim, que les pays riches accepteront enfin de payer leurs dettes ? Vous êtes là pour évoquer concrètement ce que ça veut dire, les conséquences du réchauffement climatique. Vous avez des vaches, vous avez un troupeau de vaches. Il y a quelques années, elles donnaient, ces vaches, je crois, 2 litres de lait le matin, 2 litres de lait le soir. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Exactement. Les vaches, leur production de lait dépend des pâturages et de l'eau dont ils ont accès. Du coup, maintenant, on traite les vaches une fois, chaque 2 jours. Et là, on trouve juste un verre de lait par rapport à avant. Et le lendemain, on doit laisser les veaux pour pouvoir téter et aussi être en bonne santé. Ce qui signifie une pénurie au niveau alimentaire et moins de revenus pour les familles et donc des problèmes de subsistance, j'imagine. Tout à fait. Tout d'abord, ça donne plus de travail à la famille qui possède ces bétails parce qu'ils vont se déplacer beaucoup plus souvent qu'avant. On ne reste pas sur place au-delà de 3-4 jours maximum. Donc avant, on restait jusqu'à 1 mois, 2 mois autour d'un endroit. Quand vous dites avant, vous avez le souvenir du moment où ça a basculé, où vous avez pris concrètement conscience du réchauffement? 10 ans. Il y a 10 ans seulement? Il y a 10 ans, il y a que des changements très accélérés chaque année. Et ce qu'on vit cette année, on vivra pur l'année prochaine. Et c'est ce qui se passe vraiment de jour en jour depuis ces 10 dernières années. Mais sinon, il y a des changements
qui sont au ralenti depuis que je suis née, moi. Alors, par exemple, les vaches, ça c'est un exemple concret, mais aussi l'assèchement ou l'évaporation du lac Tchad, mais aussi des végétaux inconnus qui apparaissent, des mauvaises herbes, comme vous dites, toxiques, qui rendent le bétail malade, qui déciment les troupeaux. C'est partout. Les exemples sont tous azimuts, d'une certaine manière. Tout à fait. Il y a d'abord au début les herbes dont on connaît très bien et on connaît aussi là où il y a différentes variétés dans chaque région, dans chaque endroit. Raison pour laquelle partout où on se déplace, on sait où on va rencontrer des bonnes herbes. Mais du coup, avec les inondations et avec les vagues de chaleur, il y a la disparition de plusieurs variétés des herbes, mais il y a la réapparition de nouvelles herbes, dont tout le monde appelle des mauvaises herbes. Ils sont là, mais les animaux ne peuvent pas les brouter. Et s'ils n'ont rien à manger, ils les broutent, ils tombent malades et ils meurent. Et il y a des maladies maintenant on ne maîtrise pas, on ne connaît même pas et que les vous ne animaux pouvez pas et soigner. les humains. Ouais. Nicolas Hulot, comment avez-vous connu votre voisine? Lors d'une conférence? À Copenhague, Oui. telle que vous la voyez, elle est montée à la tribune et avec son sourire, mais sa gravité, elle a simplement interpellé les délégués qui étaient là pour leur dire n'oubliez pas que nous, là-bas, dans le Sahel, nous sommes déjà, comme ça a été dit dans son portrait, dans le tunnel de la mort. couloir de la mort. Et cette phrase m'a bouleversé. Par la suite, j'ai eu la chance de pouvoir aller la voir au Tchad. Et voilà, et elle est la représentante magnifique des peuples sahéliens notamment. Et oui, vous avez été bouleversé, mais Copenhague, c'était déjà une COP. Et depuis, et déjà un échec. Passé. Alors, il ne s'est rien passé. D'abord, si, les événements et les phénomènes que nous sommes censés les combattre choses se sont aggravées. ne se sont qu'aggravés. La mobilisation, qui n'est pas l'action, n'a jamais été aussi forte. Vous allez quand même avoir à Paris 196 partis, c'est-à-dire 195 États, plus l'Union européenne, qui vont chacun formuler des engagements qui n'auront peut-être pas une dimension juridique suffisante, mais il y aura quand même un avant et un après. Qu'est-ce que vous voulez dire une dimension juridique? Contraignant? Des engagements qui ne seront pas suffisamment contraignants? Je le crains. C'est ça que alors que les partis avaient eux-mêmes fixé l'objectif de Paris à la conférence de Durban en 2011. L'objectif de Paris, c'est un accord global juridiquement contraignant qui nous permette de limiter les changements climatiques en dessous de la barrière des 2 degrés centigrades par rapport à l'ère pré-industrielle, sans quoi nous rentrons dans un phénomène irréversible. Alors, évidemment, on peut comprendre qu'à 196, c'est compliqué. Mais ce qui est quand même important, parce que sans la conférence de Paris, il y a une chose qui est sûre, c'est que l'irréversibilité des phénomènes était acquise. Elle ne sera pas pour autant sécurisée, je pense, à l'issue de Paris. Donc il faudra très vite revenir à l'ouvrage, très vite accélérer les engagements et faire en sorte que l'on change d'échelle rapidement. Mais le fait d'avoir notamment la Chine et les États-Unis, qui autant à Copenhague sont venus, pour être franc, un peu à reculons, ou sous la pression internationale, qui sont les deux maintenant impactés eux-mêmes par les conséquences du changement climatique, ça peut quand même changer la donne. Alors, avant de reposer une question à Hindou Oumarou Ibrahim sur la responsabilité des pays surindustrialisés, Nadia, les réfugiés climatiques, c'est une question cruciale. Qui n'ont pas de statut à ce jour, alors qu'on sait que d'ici 2050, 200 millions de personnes seront déplacées à cause de ces changements climatiques. Et ces réfugiés sont effectivement pas du tout protégés aujourd'hui par la Convention de Genève. On sait quand même que les choses sont assez mal parties parce qu'il y a un homme qui a fui son île récemment à cause de la montée des eaux. Il voulait être le premier réfugié climatique et il vient tout juste d'être expulsé par la Nouvelle-Zélande parce qu'elle craignait le fameux appel d'air. Est-ce que le gouvernement français planche là-dessus, sur la création Pas simplement le gouvernement français, les agences onusiennes qui sont basées à Genève et notamment l'Office des migrants. Vous savez, les choses mal nommées n'existent pas. Mais il y a bien un moment où il va falloir les nommer, puisque selon justement les mêmes agences onusiennes, chaque année, les conséquences des changements climatiques déplacent entre 20 et 30 millions de personnes, c'est-à-dire 3 fois plus que les conflits. D'ailleurs, on peut comprendre la réserve et la réticence à reconnaître ce statut avec les obligations qui vont de pair. Mais vous savez, il en est de ce phénomène comme d'autres qui nous explosent à la figure. On a beau les dissimuler, à un moment ou à un autre, la réalité nous rattrapera. Hindou Oumarou Ibrahim, les pays du Nord, selon vous, ont une dette écologique vis-à-vis des pays du Sud, vis-à-vis de votre pays, par exemple le Tchad. Vous, éleveuse, vous pouvez le dire et vous êtes en colère? Je suis vraiment très mal quand je me rends compte jusqu'à maintenant les pays du Nord continuent leur trajectoire de pollution. Si je vois des centrales à charbon qui continuent 24 sur 24, la pollution qui sort
et qui envahit, tandis que c'est nous qui sommes les plus impactés. Et c'est nous qui vivons tous ces chaleurs. Ils ont une dette écologique. Pas aujourd'hui, mais depuis déjà hier. Vous demandez aux pays du Nord de changer leurs habitudes pour arrêter le réchauffement, ou est-ce que vous leur demandez de vous dédommager, de donner de l'argent aux pays du Sud pour ce qu'ils ont subi? On demande tous les deux. On demande d'abord eux-mêmes de se responsabiliser et d'arrêter tout ce qui est mauvais, de changer leur comportement. Ils sont déjà développés. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Ils se basent sur l'économie. Ils doivent arrêter tout ça. Et maintenant, il ne faut pas attendre jusqu'à demain ou jusqu'à 2050 pour arrêter ça. Tandis que nous, on est encore impactés. Mais bien sûr, ils peuvent arrêter d'un côté, mais ils peuvent aussi dédommager ceux qui sont impactés de l'autre côté. Je ne sais même pas s'il faut parler de dédommagement, enfin les mots ont évidemment de l'importance, mais simplement les aider à s'adapter. Parce que ça, c'est une revendication légitime. Ils subissent déjà, et ce que vient de décrire nous expliquer Hindou est un exemple parmi d'autres. Quoi qu'il advienne, ils subissent de plein fouet les conséquences des changements climatiques. Donc il y a une revendication à laquelle il va falloir répondre à la conférence de Paris, c'est l'aide à l'adaptation. Ce qui ne doit pas nous dédouaner, évidemment, dans le même temps, de nous affranchir du modèle notamment énergétique qui nous a conduits dans cette situation. Donc les deux, l'adaptation et l'atténuation, sont les deux obligations. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Vous vouliez dire un dernier mot sur votre pétition, Osons? Simplement, tout le monde se demande ce qu'on peut faire parce que les gens sont un peu impuissants. Il y avait une marche, je ne sais pas si elle sera maintenue ou pas, mais à défaut, signer une pétition, ça peut paraître insignifiant, mais enfin, à force de penser qu'on ne peut rien faire, voilà, signer la pétition simplement pour dire au chef d'État, arrêtez de parler, les bons sentiments, ça suffit, agissez. Mais agissez, encore une fois, on sait les 10 mesures qu'il faut prendre pour, encore une fois, sortir par le haut de ces crises-là. Mais il faut, encore une fois, être au niveau et à l'échelle des révisions qu'il faut entamer. Juste un chiffre, combien de personnes ont déjà signé votre pétition? On est à 630 ou 640 000. On a plus de 10 millions de personnes qui avaient vu la vidéo. Malheureusement, les premiers jours, qui ont fait bugger le site, trop de monde. Je pense que s'il n'y avait pas eu ce bug des 2 premiers jours, j'ose espérer qu'on serait au-dessus du million, mais je garde l'espoir qu'au moment de l'ouverture de la COP, on soit au-dessus du million. Sauf que là, est-ce qu'il faut convaincre ceux qui sont déjà convaincus? Et il faut aussi voir de l'autre côté, parce qu'ils sont les plus nombreux. Oui, mais il faut que les chefs d'État se sentent investis. Très bien. Il faut qu'ils se sentent soutenus par les citoyens. Merci à tous les deux. C'est la première fois que vous êtes ensemble sur un plateau de télévision. Hindou, Marou, Ibrahim, merci infiniment. Merci à vous. Et merci Nicolas Hulot.